Ce soir à l'émission, la Fondation Hôpital Saint-Eustache en mode collecte. Ça nous permet de faire des achats comme ça qui sont essentiels et qui ne se retrouvaient pas sur notre territoire. Et la résidence Laurée du Faubourg marche contre le cancer. À l'âge où ils sont, tout le monde a eu un contact avec le cancer. En entrevue, je reçois la docteure Marie-Pierre Chalifou qui nous parle d'un sujet récurrent, le traitement inéquitable des Laurentides en matière de santé. Selon la proportion d'habitants dans la région des Laurentides, les finances pour les soins de santé sont vraiment sous-estimées. Je m'entretiens également avec Olivier Deshomme-Savard et Bernard Oligny à propos du premier salon Santé positive et mieux-être. Donc, on voulait permettre à ceux qui vont participer à l'événement cette journée-là de pouvoir connaître différents outils, des solutions par rapport à comment gérer un peu son stress au quotidien. Enfin, à une semaine des élections, Michel Goyer nous livre ses impressions sur la campagne fédérale. C'était une campagne électorale atypique. On n'a jamais vu ça. Bienvenue à Accès local. Mardi 22 avril 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. La Fondation de l'hôpital de Saint-Eustache a tenu son barrage routier annuel la semaine dernière. Les caméras de TVBL étaient là. Oui, c'était la 4e édition de ce barrage routier de la Fondation qui œuvre comme partenaire majeur de l'hôpital de Saint-Eustache pour payer de l'équipement qui n'est pas financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Jeudi dernier, ce sont une cinquantaine de bénévoles de la Fondation qui étaient positionnés à 3 intersections passantes de Saint-Eustache pour accoster les automobilistes. TVBL a rencontré Lynne des Trois-Maisons, directrice générale de la Fondation, au coin des rues Saint-Louis et Saint-Eustache lors de l'événement qui a duré toute la journée. Madame des Trois-Maisons a été très satisfaite du déroulement de la levée de fonds. On peut l'écouter. Super bien, un peu frisquet, comme vous pouvez l'entendre. J'ai de la misère à parler, mais les gens sont extrêmement généreux, c'est extraordinaire. Je viens d'avoir un témoignage. La personne m'a fait un don puis m'a conté son histoire, que là 8 ans, l'hôpital de Saint-Eustache a sauvé sa vie. Donc c'est un moment très émouvant. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. C'est juste pour ça. Je suis une grande émotive, là, fait que là je vais venir les yeux pleins d'eau, mais ça change des vies. Et quel était l'objectif de la journée, Clara? C'était de dépasser le cap du 16 000 $, montant atteint lors de l'exercice l'année dernière. Les chiffres de cette année n'ont pas encore été rendus publics. Et quel genre d'équipement a pu être financé grâce à la participation de la Fondation? Le dernier exemple du travail de la Fondation de l'hôpital de Saint-Eustache, c'est la participation à la construction du nouveau département de médecine nucléaire à Saint-Eustache, un département qui n'existait auparavant qu'à Saint-Jérôme dans la région, ce qui obligeait les patients à se déplacer sur de nombreux kilomètres pour avoir des services spécialisés. Ce nouveau département que nous avons visité en février dernier avec Accès local pour un reportage à ce sujet permettra d'ajouter 4000 nouveaux rendez-vous supplémentaires par année. La caméra gamma et la médecine nucléaire permettent d'offrir des diagnostics précis pour la majorité des systèmes du corps humain, comme le système digestif, cardiaque, respiratoire par exemple, et de détecter certaines infections. On écoute à ce sujet Madame des Trois-Maisons. On a acheté une caméra gamma qui vaut 872 000 $. On vient de construire la médecine nucléaire avec le CIS des Laurentides et le ministère de la Santé. Donc, on a donné 1 million. Donc, ça nous permet de faire des achats comme ça qui sont essentiels et qui ne se retrouvaient pas sur notre territoire. Et quelles sont les prochaines activités de financement de la Fondation? Alors, le prochain événement sur le calendrier, c'est le festin intérimaire qui aura lieu le 22 mai prochain au Centre communautaire de Sainte-Thérèse. Ce sera la 6e édition de ce souper qui se déroulera sur la coprésidence d'honneur de Christine Baudette, mairesse de Boisbriand, et de Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines. Ce sont 25 millions de dollars qui ont été amassés depuis 1986 aux origines de la Fondation. Pour les personnes intéressées, il est aussi possible de faire des dons par le biais du site Internet. Je laisse le mot de la fin à Madame des Trois-Maisons. Venez nous voir, on a un bureau à l'hôpital de Saint-Eustache. Vous pouvez passer, à toutes les semaines, il y a des gens qui viennent faire des dons. Donc, en ligne, en personne, ou si vous n'êtes pas loin, déplacez-vous. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question d'une marche contre le cancer. À plus tard, Claude.
La ville de Saint-Jérôme annonce la tenue de la 2e édition du Salon de l'Emploi qui se tiendra le jeudi 1er mai de 10h à 19h au quartier 50+. Cet événement a pour objectif de faciliter les échanges entre les chercheurs d'emploi et les entreprises de la région, tout en soutenant le développement économique local. Cette seconde édition compte plus de 35 employeurs issus de nombreux secteurs comme l'enseignement, la santé, la sécurité publique, l'administration, le commerce de détail et les technologies de pointe. Le Collège Lionel-Groulx organise un débat rassemblant les candidats et candidates de la circonscription d'Érez de Blainville dans le cadre des élections fédérales 2025. L'événement se tiendra ce mercredi 23 avril de midi à 15h au carrefour étudiant du Collège Lionel-Groulx. Ce débat électoral public se veut une occasion pour les candidats et candidates d'échanger avec le jeune électorat sur des enjeux qui l'interpellent et pour le grand public d'assister à l'un des seuls débats tenus sur le territoire. Pour l'instant, Madeleine Chenette du Parti libéral, Marie-Noëlle Closson-Duquette du Bloc québécois et Chantal Lavoie, candidate du Parti populaire, ont confirmé leur présence. Dans une lettre adressée à la présidente et chef de la direction de l'Agence Santé Québec, Geneviève Biron, la coalition Santé Laurentide exprime à nouveau ses inquiétudes quant au traitement inéquitable que subit notre région. On va parler de tout ça avec la docteure Marie-Pierre Chalifou, qui est porte-parole de la coalition. Bonsoir, docteur Chalifou. Bonsoir. Donc, la lettre dont on parle, que vous co-signez d'ailleurs avec le président de la coalition, M. Marc L'Heureux, rappelle, chiffre à l'appui, c'est un vieux refrain, ça, que la région des Laurentides est la grande oubliée du système de santé depuis plusieurs années. Alors, comment ça s'exprime, ça, d'abord sur le plan financier? Oui, en effet, vous avez raison. C'est un vieux refrain. Dans le fond, ce que cette lettre exprime, c'est l'inéquité dans le financement par rapport aux ressources en santé qui est alloué à la région des Laurentides depuis plusieurs années. Nous avons les données à l'appui qui démontrent que depuis plus de 10 ans, selon la proportion d'habitants dans la région des Laurentides, les finances pour les soins de santé sont vraiment sous-estimés. Donc, ça s'explique par un mauvais calcul de la démographie, puis aussi certainement des données erronées quant au vieillissement de cette population-là. Donc, ce qui fait que les soins de santé qui peuvent être octroyés dans les différents endroits où les soins de santé sont octroyés aux citoyens, eh bien, ils ne sont pas toujours à la hauteur, ils ne sont pas toujours financés à la hauteur des besoins. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'exprimer à la présidente de la nouvelle Agence Santé Québec dans cette lettre. Vous avez raison, c'est un vieux refrain et vous savez, là, le ton change un peu parce que il est grandement temps là, que l'iniquité soit rectifiée. Pour ceux qui aiment les chiffres, Dr Chalifou, bon, les Laurentides représentent 7,5% de la population et on ne reçoit que 4,4% du budget consenti à la santé. Donc, les choses sont assez claires de ce côté-là. Vous réclamez aussi un rattrapage quant aux ressources médicales, c'est-à-dire plus de médecins. De quoi on a besoin exactement? Oui, effectivement, vous avez raison. On réclame aussi un rattrapage en ressources médicales. En fait, tout va ensemble. Vous voyez, dans le financement global, il va y avoir des sommes qui vont être octroyées aux infrastructures. Donc ça, la lettre en fait mention très, très clairement. Mais au niveau des ressources médicales, il y a aussi une problématique de reconnaissance de la part du ministère en termes de démographie, encore une fois, et donc de besoins de la région, ce qui fait que le nombre de postes pour des nouveaux facturants, ce sont les mots là, que nous utilisons dans notre jargon médical, eh bien, ils sont réduits par rapport à ce que notre région aurait besoin. Donc, nous avons besoin de minimalement au moins 100 médecins de famille supplémentaires pour pallier aux besoins, mais pour pallier aussi aux retraites ou aux semi-retraites. Donc, il faut comprendre que la région des Laurentides étant une région limitrophe à la grande région urbaine de Montréal, eh bien, il se fait une certaine transition de médecins en fin de pratique, et ce qui fait que ces médecins-là ne pratiquent pas nécessairement tous à temps complet. Et le ministère ne voulant pas octroyer autant que ce que nous avons besoin de nouveaux facturants, le débalancement se crée puis le ravin se creuse. Et c'est la même chose du côté des ressources spécialisées. Donc, ne va pas où veulent les nouveaux facturants, que ce soit les nouveaux médecins spécialistes ou les nouveaux médecins de famille.
année, nous devons tous obtenir une permission de la part du ministère pour pouvoir nous installer dans une région de notre choix. Et c'est toujours un concours, une course au nouveau poste, et c'est très complexe comme mécanisme, et la région des Laurentides réclame un ajustement par rapport à ces calculs-là. Oui, et bon, et quand bien même on les aurait, tous ces gens-là, tous ces médecins-là, avec le personnel autour, ils doivent travailler dans des installations qui tombent en ruine. Ça, c'est une autre partie du problème. Et vous allez jusqu'à dire que ça influence négativement le recrutement et la rétention du personnel aussi. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un point qui est très, très important. Donc, non seulement nous avons besoin de permission de la part du ministère pour octroyer des postes de nouveaux facturants, mais encore faut-il les attirer dans notre région. Voilà. Donc, vous savez, notre région des Laurentides est une belle région. On y trouve tout ce qu'on a besoin pour être heureux. Par contre, nos installations, que ce soit nos hôpitaux, que ce soit nos centres un peu plus externes, que ce soit les cliniques externes, les CHSLD, les centres où on peut octroyer des soins pour la clientèle pédiatrique, eh bien, tout tombe en ruine. Ouais. Donc, les installations comptent pour ce qui est d'attirer du personnel, pas seulement les médecins, vous savez, les autres professionnels de la santé, eux aussi, lorsqu'ils terminent leurs études ou pensent à un déménagement, ils vont aller vérifier, ils vont faire de la prospection, où je pourrais m'installer, dans quelle équipe je pourrais travailler, est-ce que je vais aller m'installer dans un endroit où les installations sont à la fine pointe de la technologie, où je pourrais utiliser mes nouvelles connaissances, exprimer mes capacités et mes compétences avec les belles installations et l'équipement qu'on me fournit. Est-ce que je vais aller dans une équipe solide, une équipe où l'esprit d'équipe est présente, ou je vais plutôt m'installer dans un endroit où il y a des trous dans les murs, où l'isolation est à refaire, où peut-être il y a des fuites dans les plafonds et où l'équipe est à mobilité réduite, pas nécessairement mobilité réduite, mais c'est-à-dire que l'équipe manque de bras et tout le monde est au bout de son rouleau à bout de souffle. Donc, c'est ce qu'on veut dire par le recrutement. Je dois vous arrêter, Dr. Chalifou, parce qu'on n'a plus de temps, mais juste en 2 mots. Bon, vous terminez votre lettre en invitant Mme Biron au dialogue. Est-ce qu'elle vous a répondu ou pas? Malheureusement, non. À ce jour, nous n'avons pas encore eu de réponse de sa part, ni d'elle directement, ni du ministre de la Santé, malheureusement. Voilà. Docteur Marie-Pierre Chalifou, porte-parole de la Coalition Santé Laurentide, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Le Conseil régional de l'environnement des Laurentides se réjouit de l'annonce d'un financement de près de 10 millions de dollars octroyé par le gouvernement du Québec au regroupement national des conseils régionaux de l'environnement dans le cadre du Plan Nature 2030. Cette aide financière annoncée par Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement Benoît Charette, a pour but d'encourager la mobilisation des régions dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes floristiques. Les cohortes finissantes des programmes d'interprétation en théâtre musical et de production scénique de l'École de théâtre professionnelle du Collège Lionel Groulx présentent De Lulu, une comédie musicale originale de l'auteur Pierre-Luc Lassalle sur la musique du groupe Le Futur. Les chorégraphies sont de Marie-Josée Tremblay et Mila T, alors que la mise en scène a été confiée à Charles Dauphinet. Les représentations auront lieu au théâtre Lionel Groulx du 24 au 27 mai à 19h30, en plus du 25 mai à 13h. Il est possible de réserver ses billets en ligne dès maintenant ou de s'en procurer à la porte en payant comptant. On va parler politique avec Michel Goyer. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Claude. Dans 6 jours, c'est l'élection fédérale. Est-ce que l'issue est déjà scellée? Pas vraiment, mais je vais faire quand même une petite intro. D'abord, merci, Claude, parce que c'est ma dernière chronique sur les élections fédérales à 6 jours du vote qui va avoir lieu le 28, parce que les bureaux de votation sont fermés. Donc, les bureaux de vote par anticipation, excusez-moi, sont fermés. Comme je disais à Vin du Monde, c'était une campagne électorale atypique. On n'a jamais vu ça. Tu sais, habituellement, on regardait les programmes, on se disait, bon, OK, lui, il rejoint mes préoccupations, mes valeurs, mais là, on n'est pas là du tout. Là, on est vraiment... Trump, là, a effacé complètement tous les engagements ou les propositions politiques des partis qu'on connaît, particulièrement au Québec, le Bloc, les libéraux et les partis conservateurs, mais
Puis l'autre chose qui était difficile, je pense, en début de campagne, c'est les tiers partis. Je pense au Bloc québécois et au NPD, il n'y avait pas de place pour discuter. Même les conservateurs, au début, on voyait que Poilievre, son discours ne marchait plus, il appelait Carney Trudeau, pour essayer de l'associer à Trudeau. Donc, il n'y avait pas une, comment on appelle ça, donc il n'y avait pas de campagne qui relevait les 2 premières semaines. Il est arrivé le débat, bon, on écoutait le débat, des fois, on comprenait pas tout ce qui se disait, c'est plate à dire, mais c'est vrai. Et, mais en anglais comme en français, il n'y a pas de grand gagnant, il n'y a pas eu de knock-out. On n'a pas parlé d'environnement, de santé. Aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. L'environnement est complètement écarté. Logement, oui, les engagements, on en a quelques-uns, le logement. Les partis politiques essayent on va voir cette semaine, là, parce que là, c'est le dernier 6 jours, il peut y arriver quelque chose qu'on ne sait pas. Mais Trump est toujours dans le portrait. Hier, il a fait chuter les marchés boursiers, donc ça insécurise une partie de la population. Pour les comptes, moi, je pense que 6 jours en politique, par expérience, c'est encore très long. Oui, c'est vrai. C'est pas joué. On va parler tantôt des sondages, parce qu'il faut en parler, parce que moi, les gens que je connais qui font de la politique, ils regardent ça tous les matins ou à tous les après-midi, quand Fournier les met au goût du jour. Il n'y a pas bougé beaucoup, les sondages. Ça s'est peut-être à des endroits, ça s'est un petit peu, ça joue. On va en parler tantôt du Québec, là. On doit dire que Carney, honnêtement, il est fort partout. Même on va le voir tantôt au Québec, comme au Canada. Il y a quelque chose, est-ce qu'on va assister dans la dernière semaine à un renversement du vote en faveur du Bloc? Et je ne veux pas faire de publicité pour aucun parti, mais c'est la seule possibilité qu'il peut y avoir pour le Bloc, parce qu'on sait que le Bloc est en arrière complètement des libéraux. C'est ce que M. Blanchet semble nous dire. Ouais. Puis il nous le dit, votez Carney. Et bien moi, en politique, j'ai toujours appris une chose, faire 2 coups d'avance, je ne suis pas sûr que c'est une bonne stratégie. Carney va gagner, votez le Bloc, pour avoir la balance du pouvoir. Je ne suis pas sûr que ça marche. Moi, j'écoute ça, je me dis, je vais voter ma candidate libérale, mon candidat libéral, je sais pas, là, j'extrapole. Faire attention à jouer des coups comme ça d'avance. L'autre chose, c'est Trump va tenir encore en tête la campagne électorale. C'est ça, mais Carney, il peut devenir très fort à la fin du scrutin. Non, parce qu'il est tranquille, M. Trump. Là, il est tranquille, il a joué un petit peu avec la bourse il y a 2 jours, là, avec la Fed notamment. Et on le voit avec les électeurs. Hier, j'étais chez nous, je restais en condo, puis les gens sont omnibulés actuellement par tout ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. C'est plate, puis même si on en parle moins, ils sont omnibulés par ça. Puis il y a 2 affaires que les gens regardent en ce moment, c'est le coût de la vie. Puis, évidemment, toutes les tarifs douaniers, l'impact que ça fait. Ça aide pas les tiers partis, ce qu'on parlait tantôt. Mon sens... Est-ce qu'on va au sondage? Qu'est-ce que les sondages allons-y donc, parce qu'il ne reste pas grand temps. C'est ce que ça voulait dire, c'était le sous-entendu. Oui, merci. Écoute, je suis toujours avec des projections électorales de Fournier, Québec 125, pour ceux qui... Mais tout le monde commence à connaître au Québec, tout le monde... Puis honnêtement, là, les partis politiques, moi, je parle à certains candidats, ils regardent tout ça tous les matins. Fait qu'il ne faut pas se compter d'histoire. C'est une moyenne des sondages qui sont publiés à tous les jours, il y en a tous les jours. On va prendre le Québec, parce que je pense qu'on va manquer de temps. Le Parti libéral a 42 % au Québec, le Bloc 25, il y a déjà eu 32, le Bloc au Québec. Le Parti conservateur est à 23, 2 points de moins. NPD 6, un Parti vert 2. Ça donne pour le Parti libéral 42 députés, 23 au Bloc québécois en ce moment. On verra dans la dernière semaine si le discours de Blanchet... Les marges d'erreur sont quand même assez... il y a des marges d'erreur, puis je regardais les comtés, là, ça joue à 1, 2, on est dans la marge d'erreur. Oui, il y en a beaucoup de comtés. C'est 2 côtés d'ailleurs. Le Parti conservateur, je pense que ça ne dépassera pas 12 au Québec. Au Canada, ils ont 5 points d'avance, les libéraux, si on veut résumer rapidement. Il y a une chose qui est un phénomène, au Canada, il y a 184 possibles députés libéraux là, qui peuvent avoir, mais ça prend 172 la majorité. Donc, il y a un 12 points. Il y a 12 députés, ça bascule. Autant qu'il y a un petit peu plus de votes au NPD, un petit peu plus au Bloc, un petit peu plus au conservateur, peut se retrouver minoritaire. On ne le sait pas. Dans 6 jours, ça va être le vrai sondage, Michel. Ouais. C'est là qu'on va être fixé. Ouais, l'important, c'est d'aller voter. Merci beaucoup. On n'a plus de temps. Merci. C'est dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale que se tiendra, le lundi 5 mai à Sainte-Thérèse, la toute première édition du Salon Santé positive et mieux-être. Pour en parler, je reçois 2 membres du comité organisateur, Olivier Déhomme-Savard et Bernard Oligny. Bonsoir à vous 2. Bonsoir. Monsieur Déhomme-Savard, dans un premier temps, comment est-ce qu'on pourrait définir le concept de santé positive?
Bien, c'est-à-dire que dans le fond, on a voulu aller dans cette optique-là parce que au quotidien, tout le monde a ses responsabilités, ses défis et ses stresseurs. Donc, on voulait permettre à ceux qui vont participer à l'événement cette journée-là de pouvoir connaître différents outils, des solutions par rapport à comment gérer un peu son stress au quotidien, avoir plus de facilité à faire face aux défis. Également, de pouvoir connaître les différents organismes et acteurs du milieu là, dans le terrestre de Blainville. Et également, ça va permettre de pouvoir faire un peu de réseautage là, à travers cette journée-là au niveau des différentes activités et des kiosques qui seront présents. D'accord. Et vous-même, vous deux, pour quelles raisons est-ce que vous vous êtes engagés, vous êtes impliqués dans cet événement-là? Ben, en fait, la Semaine nationale de la santé mentale pour Thérèse de Blainville, c'est un événement que ça fait plusieurs années que nous faisons durant cette semaine-là. Et cette année, c'est une nouvelle formule. Par les années passées, nous avions des activités réparties sur 5 jours. Et le comité organisateur, dans son post-mortem l'année dernière, a proposé de faire plutôt un salon. Et on est très emballé vis-à-vis le salon parce que la réponse est super positive vis-à-vis cet événement-là. Puis je trouve que c'est un événement qui est très rassembleur. Donc, Olivier a parlé non seulement des organismes communautaires, mais des autres partenaires qui sont en lien avec la santé mentale. On a également présent des intervenants qui sont en mesure de répondre, de proposer des solutions. Alors, c'est génial comme activité. Oui, puis il y a quoi? Il y a une quinzaine d'organismes qui vont... Jusqu'à maintenant, on en a 15. On va peut-être en avoir davantage. Puis c'est comme Bernard l'a mentionné, oui, il y a les organismes communautaires, mais c'est aussi, il y a des entreprises écoles, des entreprises d'insertion, tout dans le fond les acteurs du milieu qui peuvent favoriser soit une bonne santé mentale, mais favoriser l'inclusion et également le développement d'habiletés psychosociales. Voilà. Bien, ça s'annonce très bien. On dirait que déjà que le succès de cet événement-là est pratiquement assuré. Donc, ça se passe ça le 5 mai au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville. Concrètement, qu'est-ce qu'on aura au programme? C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs ateliers et kiosques différents. Tout à travers la journée, ça va commencer, le salon commence à 13h. Ça débutera là, par une conférence de presse du président d'honneur, c'est-à-dire le maire de Sainte-Thérèse, M. Christian Charon. Et ça terminera à 20h. Dès midi, il y aura une activité Zumba qui aura lieu à l'esplanade du collège Lionel Groulx, là, qui est situé juste... pas loin, dans le fond, du centre communautaire et culturel de Thérèse de Blainville. À travers la journée, il y aura la possibilité d'avoir des chaises de massage, pardon. Il y aura également une exposition de Mozart. Oui, très intéressant, ça. Oui, également, c'est ça. Moi, je suis intervenant dans les HLM et plusieurs de mes locataires ont justement participé à la création de quelques toiles là, qui seront exposées tout au long de ça, pour le rappeler aux gens, Mozart, c'est une exposition avec des artistes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. C'est ça, qui nous proposent leurs œuvres. Ben, en fait, oui. C'est des artistes d'abord et avant tout. C'est des artistes avant tout. Certains sont des œuvres collectives, comme Olivier a mentionné. Moi, je suis intervenant, je suis organisateur communautaire au 6 des Laurentides et on a une équipe relais qui a fait la tournée des différents établissements de l'OMH et ils ont fait une mosaïque commune. Donc, c'est un exemple. Alors, il y a les écoles qui participent, il y a également des organismes communautaires qui ont fait des toiles ou des autres œuvres. Et qu'est-ce que je trouve intéressant de Mozart, c'est une continuité. Nous sommes rendus, je pense, à notre 14e ou 15e édition de Mozart. Alors, c'est quelque chose qui est bien ancré dans notre communauté. Oui. Écoutez, il y a plein d'autres activités. On n'a pas le temps de les faire une par une, mais j'invite les gens, moi, à aller consulter la programmation. Ça se trouve sur vos réseaux sociaux. Donc, je précise en terminant que le premier salon Santé positive et mieux-être, c'est au Centre culturel et communautaire, lundi 5 mai, 13h à 20h. Et comme vous l'avez dit, c'est précédé d'une séance de Zumba à l'extérieur, à compter de midi. Monsieur Deshomme-Savard, Monsieur Oligny, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. La semaine dernière, il y a une résidence pour aînés de Boisbriand qui a organisé une marche contre le cancer et TVBL était là. Oui, Claude, c'était l'orée du Faubourg et c'est dans le cadre du mois de la Jonquière, la campagne de levée de fonds annuelle de la Société canadienne du cancer. Nos caméras étaient sur place et vous pouvez découvrir ça dans notre reportage de ce soir. À l'âge où ils sont,
tout le monde a eu un contact avec le cancer. Que ce soit un proche, eux-mêmes, leur conjoint, il y en a beaucoup qui perdent. Donc, c'est quelque chose qui les touche beaucoup. Et, tu sais, le dépistage, même à 70 ans, il faut le faire, même à 80. Donc, pour moi, c'est très important. L'objectif aujourd'hui, si j'ai bien vu, c'est ça, c'est 2 000 $ pour ramasser des fonds. C'est bien ça? Bien, on aimerait ça. Mais tu sais, je veux dire, même si c'était 200 $, on serait bien content, mais on serait bien faire parce que les résidents peuvent pas marcher, tu sais, des grosses marches d'une heure. Donc, c'est pour ça que j'ai organisé une petite marche, une mini-marche pour eux, pour qu'ils soient capables de faire, puis que ça soit pas décourageant. Et justement, on est dans le mois de la jonquille actuellement. On parle beaucoup de messages d'espoir. C'est quelque chose, évidemment, que vous voulez partager avec votre communauté. Oui, parce que maintenant, ils savent que je suis atteinte d'un cancer. En fait, j'en ai 2. Il y en a un en rémission et j'ai la leucémie myéloïde chronique. Donc, ça les touche beaucoup parce qu'ils veulent que je reste, parce qu'ils veulent mon bien-être. Puis c'est tellement génial parce qu'ils viennent me voir. Bon, peux-tu t'aider? Tu sais, depuis qu'ils le savent, là, sont en... Tu sais, j'ai l'impression d'avoir... on est 300 ici, là. J'ai 150 paires de parents. Oui, c'est vraiment cool. Là. C'est humain ici. Là. C'est une belle résidence qu'on a. Comment vous vous sentez justement, le fait qu'il y ait une marche du cancer, cet élan de solidarité que vous voyez actuellement, même considérant votre condition? Bien, je suis pas étonnée parce qu'ici, il y a beaucoup d'amour. Ici, c'est la bienveillance, l'amour et du respect. On l'écrit même sur notre calendrier et ça transparaît. Les gens, ils viennent, sont intéressés, sont humains, ils viennent vers nous. As-tu besoin d'aide? Ils veulent s'impliquer, c'est leur communauté. C'est une petite communauté ici. C'est comme un petit village dans la résidence parce qu'on a une piscine, on a un dépanneur, on a une pharmacie. Donc, ils vivent vraiment ici, là, tu sais. Ouais. Puis, ben, de le faire, c'est que tout le monde, c'est rassembleur, tu sais. Il faut marcher ensemble pour ça. C'est important. Et si j'ai bien vu, on a jusqu'au 30 avril, c'est ça, pour faire un don. Oui, jusqu'au 30 avril, on a une page directement pour les dons sur la page de la Société canadienne du cancer. Alors, la cérémonie des rubans, quand on va revenir de la marche, on va aller en arrière, accrocher des rubans de couleur selon notre position face au cancer. Donc, si on a le cancer, on va accrocher à l'arbre un ruban jaune. Si on est en rémission, ça va être blanc. Si on est proche aidant ou si on a un autre lien avec le cancer. Donc, l'arbre va être rempli de rubans et ça va être coloré. Ça va être une belle touche pour nous rappeler à tous les jours, quand on va voir l'arbre, de ne pas se décourager puis de se battre contre le cancer. Voilà, Claude, pour le moment, la levée de fonds de Mme Nadeau a atteint les 210 $. La campagne de financement prend fin le 30 avril. Merci, Clara. On se revoit demain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Nos artisans suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de notre programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.